La nouvelle compagne de mon père s'est montrée absolument odieuse avec moi lors de son mariage, sans même imaginer que j'allais devenir sa demi-sœur. J'étais arrivée à l'hôtel en avance, munie du fameux « quelque chose de bleu », destiné à ma future belle-mère, espérant la surprendre avant la cérémonie. Nous étions très proches depuis le début de sa relation avec mon père, au point qu'elle m'avait choisie pour être sa demoiselle d'honneur, préférant ma présence à celle de sa propre fille, Rafaela, que je ne connaissais pas encore. Mais dès que Rafaela a fait son entrée, je l'ai immédiatement reconnue à ses extensions abîmées et à son bronzage artificiel. Lors de la dernière photo de famille diffusée par mon père, j'étais brune et portais près de 30 kilos de plus, alors qu'aujourd'hui, j'étais blonde, bien plus mince, ce qui expliquait qu'elle n'ait pas compris tout de suite que j'étais celle qui allait devenir sa sœur. « Excuse-moi, mais tu fais quoi ici ?» m'a-t-elle lancé, me scrutant de la tête aux pieds, visiblement dégoûtée. « C'est la suite nuptiale. Elle est réservée à la famille et aux invités. Comment t'as fait pour passer la sécurité ?» Avant même que je puisse ouvrir la bouche, elle a crié « Les filles, venez voir! On a une intruse qui s'est glissée dans la suite !» J'ai tenté de dire « Je suis », mais elle m'a coupé net. Honnêtement, une partie de moi était curieuse de découvrir qui était vraiment cette nouvelle demi-sœur avant de lui révéler mon identité. « Oh mon Dieu, regarde-moi cette robe !» a-t-elle lancé en tournant autour de moi comme un prédateur flairant sa proie. « Tu l'as dégotée chez Emmaüs ou quoi ?» Franchement, c'est pathétique de voir des gens sans le sou essayer de se faufiler dans des mariages huppés. Tu as dû voir l'annonce du mariage sur les réseaux et t'es dit que tu pourrais t'incruster. 2 autres demoiselles d'honneur sont alors entrées et Rafaela les a interpellées. Regardez-moi cette pauvre fille qui essaie de se fondre dans la masse avec sa robe immonde et ses chaussures usées. On croirait un mauvais sketch. Lorsque j'ai expliqué que j'étais là pour le mariage, elle a éclaté de rire. Tu n'es même pas sur la liste des invités. Je suis la fille de la mariée. Je connais tout le monde ici. Tu dois être une voleuse venue piquer des cadeaux ou grignoter à l'œil. C'est quoi ton plan? Faire croire que tu accompagnes quelqu'un? Sa petite bande a commencé à me filmer avec leur portable. Et j'ai tout de suite compris que si je disais la vérité maintenant, cette humiliation resterait gravée à jamais sur Internet. Rafaela s'est emparée de mon sac à main, l'a retourné sur la table, et le collier de perles de ma mère est tombé par terre, roulant sur la moquette. Voyons ce que tu comptais embarquer. Oh, du maquillage bon marché et un téléphone complètement fissuré. Clairement, tu n'as rien à faire dans un mariage à 6 chiffres. Elle a même écrasé du pied le collier de ma mère. Des perles en toque en plus. Quelle classe! En me penchant pour ramasser le collier, elle m'a marché sur la main. La sécurité ne va pas tarder, a-t-elle ajouté, alors qu'elle n'avait pourtant prévenu personne. Mais avant, qui es-tu vraiment? Ma nouvelle demi-sœur Georgia doit arriver d'une minute à l'autre. Et toi, tu prends la place de personnes vraiment importantes? Tu es amoureuse du marié? Tu as vu que ma mère allait épouser un homme riche et t'as eu envie de gâcher leur journée? Elle m'a brusquement repoussée et je me suis retrouvée contre la table à champagne. J'aurais pu lâcher « Je suis Georgia », mais impossible de prononcer mon nom alors qu'elle l'utilisait pour m'humilier. Une de ses amies a suggéré que je n'étais peut-être pas très nette, ce qui a rendu Rafaela encore plus agressive. Ne prends pas sa défense, elle est complètement dérangée, ça se voit. Elle ne dit rien, elle se contente de rester plantée là comme une folle. Elle s'est approchée de moi et a ajouté « Georgia, c'est la vraie demoiselle d'honneur, et quand elle arrivera, on rira bien de la tarée qui a tenté de s'incruster au mariage. » Elle a saisi une bouteille de champagne, l'a secouée et l'a ouverte en m'aspergeant de la tête aux pieds. « Voilà, maintenant tu ressembles vraiment à une clocharde, trempée d'alcool et bonne à jeter. Parfait. » Les autres filles se sont mises à rire en prenant des photos, alors que je restais là, trempée, me demandant ce que mon père penserait si je créais un scandale à quelques minutes de la cérémonie. Comme je ne bougeais pas, Rafaela a cette fois réellement appelé l'accueil de l'hôtel. Il y a une intruse dans la suite nuptiale du Penthouse, elle est instable et refuse de partir. Elle est peut-être dangereuse ou sous l'emprise de drogue. Dépêchez-vous. Elle m'a lancé un sourire cruel. Ils vont t'embarquer. C'est un délit, violation de domicile et tentative de vol. Ta vie est fichue. Saisissant une paire de ciseaux sur la coiffeuse, elle s'est précipitée vers moi et m'a attrapé une mèche de cheveux avant de la couper nette. Tiens, comme ça tu auras l'air aussi cinglé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand Georgia, la vraie demoiselle d'honneur, arrivera, je pourrai raconter comment j'ai protégé le mariage d'une folle furieuse. J'étais tellement sous le choc que j'en ai perdu la parole. C'est à ce moment précis que la porte de la pièce voisine s'est ouverte, laissant apparaître ma belle-mère en peignoir, parfaitement coiffée et maquillée. « Ah, Georgia, te voilà. Je me demandais quand ma demoiselle d'honneur allait arriver. Ma chérie, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux ?» Rafaela tenait toujours les ciseaux et la mèche qu'elle venait de couper, les yeux écarquillés, passant de ma belle-mère à moi en comprenant enfin qu'elle venait d'agresser sa demi-sœur. Les yeux de ma belle-mère se sont posés tour à tour sur les ciseaux, sur la touffe de cheveux blonds au sol, puis sur ma coupe massacrée. Tout son corps s'est raidi. Elle a traversé la pièce pour prendre mon visage entre ses mains, tournant ma tête pour constater les dégâts pendant que Rafaela restait figée, mes cheveux encore dans ses doigts. Le champagne dégoulinait le long de ma robe, formant une flaque sur la moquette immaculée, éclaboussant à chaque pas. Les mains de ma belle-mère tremblaient en caressant les mèches irrégulières que Rafaela venait de charcuter, et elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris, avant de répéter plus fort « Mais qu'est-ce que tu as fait à Georgia ?» Sa voix s'est brisée sur mon prénom. Rafaela a ouvert la bouche, l'a refermée, incapable de prononcer un mot, les ciseaux tremblants dans sa main, comme si elle allait les lâcher. Sharon et Chiara, sidérées,
se sont reculés vers la porte, les téléphones encore dans les mains mais stoppés dans leur élan. Mon père, apparemment alerté par le vacarme, est apparu sur le pas de la porte en smoking, nœud papillon défait, affichant d'abord un large sourire qui s'est immédiatement effacé en me découvrant dans cet état. En un clin d'œil, il a tout saisi. Moi ruisselante de champagne, quelques mèches en moins, Rafaela encore les ciseaux à la main, et sa future épouse au bord des larmes. « Georgia, ma chérie, tu vas bien ?» s'est-il inquiété en s'avançant, mais déjà ma belle-mère inspectait minutieusement mon cuir chevelu. Avant que j'aie le temps de prononcer un mot, elle s'est tournée vers Rafaela, et sa voix, habituellement si douce, s'est faite cassante comme jamais. « Explique-toi, tout de suite !» a-t-elle lancé, et Rafaela, retrouvant enfin son souffle, s'est mise à parler à toute vitesse. Elle répétait qu'elle ignorait que c'était moi, croyait à une intrusion, disait que j'avais tellement changé que je n'osais même plus révéler qui j'étais. Pendant ce temps, Sharon rangeait discrètement son portable dans son sac et Chiara nous observait tour à tour, l'air d'avoir envie de disparaître à travers le plancher. C'est là que Blake, le wedding planner impeccable dans son costume gris, a fait irruption. Son sourire professionnel s'est aussitôt figé en découvrant la scène chaotique. Il a sorti son téléphone pour envoyer des messages tout en faisant le tour de la pièce, évaluant les dégâts du regard. « Il va falloir décaler la cérémonie », a-t-il soufflé, d'abord à voix basse, puis plus fort devant l'absence de réaction. Ma belle-mère s'est approchée lentement, a retiré les ciseaux des mains de Rafaela pour les poser sur la coiffeuse et a demandé à Blake d'appeler la sécurité de l'hôtel sans attendre. Elle m'a menée jusqu'au canapé, m'a fait asseoir et a recommencé à passer ses doigts dans mes cheveux, cherchant à mesurer l'ampleur des dégâts. À chaque mèche coupée, elle tremblait un peu plus et je voyais bien qu'elle luttait pour ne pas fondre en larmes. Tout à coup, Rafaela, comme prise de panique, n'a plus tenu en place et s'est mise à faire les 100 pas, répétant que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Elle insistait sur le fait que si j'avais parlé, elle n'aurait jamais réagi comme ça, que n'importe qui aurait cru à une inconnue venue perturber le mariage de sa mère. Mon père, le visage fermé, s'est alors interposé entre elle et moi, comme pour me protéger, même si elle n'avait plus d'armes. Julius, le responsable sécurité de l'hôtel, a débarqué beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais cru. Grand, en uniforme sombre, il a instantanément pris le contrôle de la situation d'un simple regard. Il a demandé à tout le monde de garder son calme et a réparti les personnes dans la suite. Rafaela près de la fenêtre, moi sur le canapé, entourée de mon père et de ma belle-mère. Dès son entrée, l'ambiance a radicalement changé. Ce n'était plus un simple drame familial, mais une affaire qui pouvait très vite tourner au judiciaire. Je n'avais presque pas ouvert la bouche depuis l'arrivée de ma belle-mère, mais lorsque Julius a demandé ce qui s'était passé, j'ai enfin pris la parole. « Je veux porter plainte pour agression », ai-je déclaré, et j'ai vu la couleur disparaître du visage de Rafaela. Elle a éclaté en sanglots, suppliant que je ne pouvais pas faire ça, pas aujourd'hui, pas le jour du mariage de sa mère. Ma belle-mère a fermé les yeux, douloureusement, déchirée entre sa fille qui venait de commettre l'impensable et le devoir d'agir justement. Julius s'est alors tourné vers Sharon et Chiara pour leur demander si elles avaient assisté à la scène. Elles ont acquiescé d'un signe de tête. Il leur a demandé de rester, précisant qu'il aurait besoin de leur témoignage et a voulu savoir si quelqu'un avait filmé quoi que ce soit. J'ai vu la main de Chiara se diriger automatiquement vers son sac et Julius l'a bien remarqué. Blake, lui, s'est rapproché de Julius pour lui souffler qu'il fallait impérativement gérer les prestataires. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les messages défilaient à une vitesse folle sur son écran. Il s'est posté à la fenêtre pour passer ses appels, gardant un ton posé et professionnel en prétextant des soucis techniques avec le son. Julius s'est à nouveau tourné vers moi pour savoir si j'avais subi des blessures visibles. Je lui ai tendu la main, montrant les traces rouges laissées par le pied de Rafaela, puis j'ai ramassé le collier de perles de ma mère, retrouvé un peu plus tôt au sol, pour lui montrer les rayures qui n'y étaient pas ce matin. Julius a photographié ma main sous tous les angles, puis les perles abîmées en gros plan. Il a inscrit les dégâts dans un carnet et m'a demandé la valeur du collier. Je lui ai expliqué qu'il était inestimable à mes yeux, hérité de ma mère disparue, mais qu'assuré il valait environ 3000 $. Blake, toujours accroché à son téléphone, expliquait à quelqu'un que la cérémonie aurait 1h30 de retard, précisant que les invités commençaient à affluer en bas. Mon père s'est rapproché, posant une main rassurante sur mon épaule pour me demander doucement si ça allait vraiment ou si j'avais besoin d'un médecin. J'ai secoué la tête, mais ma belle-mère a demandé à Blake de nous laisser un instant seuls. Elle m'a entraînée à l'écart, près de la porte de la salle de bain, tandis que les autres s'occupaient chacun à leur façon. Les larmes aux yeux, elle caressait doucement mes cheveux abîmés. Elle m'a demandé ce dont j'avais besoin de sa part, là tout de suite. Alors, sans détour, je lui ai dit que Rafaela devait répondre de ses actes, que ce n'était pas parce que c'était un jour de fête qu'on pouvait tout laisser passer. Ma belle-mère a acquiescé lentement, pleinement consciente de ce que cela impliquait, mais j'ai vu qu'elle comprenait. Rafaela a soudain tenté de s'approcher, mais Julius s'est interposé, main levée, lui ordonnant de garder ses distances tant que l'enquête n'était pas terminée. Le visage écarlate, Rafaela s'est mise à hurler que c'était absurde, que je faisais tout pour gâcher exprès le mariage de sa mère. Sharon, mal à l'aise, s'est écartée de son amie, visiblement choquée par cette crise. Chiara, discrètement, s'est approchée de Julius, lui a tapoté le bras et l'a informé qu'elle avait quelque chose d'important à lui montrer. Elle a sorti son téléphone, l'a déverrouillé et lui a présenté l'écran, expliquant qu'elle avait tout filmé depuis mon entrée. Elle a ajouté que, malgré leur amitié, ce que Rafaela avait fait n'était pas tolérable et qu'elle acceptait de partager la vidéo comme preuve. Rafaela l'a dévisagée, bouche bée,
incapable de croire à cette trahison. Blake acheva encore un appel et revint vers nous, le front perlé de sueur. Il annonça que nous n'aurions pas plus d'1 heure de marge pour reporter la cérémonie, sinon la salle serait définitivement perdue. La salle de réception devait accueillir un autre mariage plus tard, impossible donc de repousser davantage. Le visage de ma belle-mère trahissait tout le stress du dilemme. Fallait-il maintenir la cérémonie ou tout annuler à cause de ce que sa fille m'avait provoqué? Ses mains tremblaient, preuve du poids de la décision à prendre. Je ne supportais plus de regarder chacun tenter de gérer les conséquences des actes de Rafaela, alors j'ai prétexté une envie pressante pour m'éclipser aux toilettes. Dès que la porte s'est refermée derrière moi, mon reflet dans le miroir a suffi à faire céder mes dernières défenses, et les larmes ont commencé à couler. Mes cheveux ressemblaient à un véritable champ de bataille, une partie carrément absente, le reste irrégulier et coupé n'importe comment. Je me suis assise sur la cuvette, le couvercle fermé, et j'ai fondu en larmes, incapable de retenir plus longtemps le choc et l'humiliation. On a frappé doucement et une voix de femme s'est enquise de savoir si elle était bien au bon endroit. Elle s'est présentée, Megan X, coiffeuse appelée en urgence par Blake, pour sauver ce qui pouvait l'être. Sa voix douce, son ton rassurant, ont suffi à faire voler en éclats le peu de contrôle que j'avais encore. J'ai ouvert la porte et l'ai laissé entrer. Son sourire professionnel s'est immédiatement effacé en découvrant l'étendue des dégâts. Sans perdre une seconde, elle a commencé à scruter mes cheveux, glissant ses doigts pour évaluer les possibilités de rattrapage. Elle a sorti sa mallette pleine de ciseaux et d'accessoires en m'assurant qu'elle pouvait arranger ça, qu'elle avait déjà vu pire et réussi à transformer des catastrophes en coupes franchement réussies. Pendant qu'elle égalisait les pointes, j'entendais les voix s'élever dans la pièce principale. Mon père, à travers la porte, lançait à Rafaela que son comportement était inexcusable et qu'elle venait de révéler à tous sa vraie nature. S'ensuivirent les sanglots exagérés de Rafaela, qui sonnaient faux, vraiment plus proches d'une performance que d'une réelle détresse. Megan, concentrée et imperturbable, poursuivait sa tâche sans un mot sur le drame qui se jouait dehors, sculptant ce qu'il restait de mes cheveux pour donner l'impression d'une coupe choisie et non subie. Julius a frappé à la porte de la salle de bain pour me dire qu'il devait me parler dès que je serais prête. Megan lui a répondu qu'il nous restait 10 minutes et il a annoncé qu'il attendrait dehors avec son responsable, qui venait d'arriver. Megan s'est activée tout en restant soigneuse, créant une coupe pixie courte, vraiment réussie vu la situation de départ. La porte s'est de nouveau ouverte et Julius est entré, accompagné d'un homme plus âgé, lui aussi en uniforme de sécurité, qui s'est présenté comme son supérieur. Ils tenaient des papiers à la main, et Julius m'a expliqué que si je souhaitais porter plainte, il fallait signer immédiatement. Il a précisé que l'hôtel prenait les agressions très au sérieux et appliquait une politique de tolérance zéro pour la violence. Son supérieur a ajouté qu'avec toutes les preuves réunies, la plainte ne poserait aucun problème et que Rafaela risquait d'être arrêtée dans la journée. Ça me paraissait complètement fou, surtout le jour du mariage de mon père, mais j'ai tout de même pris le stylo. À travers la porte, on a entendu la voix de ma belle-mère, claire et résolue malgré l'émotion. Elle a annoncé que la cérémonie aurait lieu dans 45 minutes, mais qu'elle serait réservée à la famille proche. La réception, quant à elle, était repoussée à une date indéterminée, pour tout remettre en ordre. Puis, d'un ton glacial, elle a signifié à Rafaela qu'elle était exclue du mariage, aussi bien du cortège que de toute participation. Un silence pesant s'est installé, comme si la réalité des conséquences venait de s'abattre sur tout le monde. Sharon a frappé à son tour à la porte de la salle de bain, demandant si elle pouvait entrer un instant. J'ai acquiescé d'un signe de tête, et elle s'est faufilée à l'intérieur, jetant un coup d'œil à Megan qui s'appliquait à harmoniser mes mèches irrégulières. Nerveuse, elle triturait son téléphone, s'excusant de ne pas avoir réussi à stopper Rafaela quand la situation a dégénéré. Elle a reconnu qu'ils savaient tous que Rafaela pouvait se montrer pénible parfois, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'elle irait jusque-là avec des ciseaux et du champagne. Ses mains tremblaient, et il était évident qu'elle était vraiment bouleversée par ce qui venait de se passer. Megan continuait, concentrée, utilisant ses ciseaux sculpteurs pour fondre les mèches plus courtes et donner l'illusion d'une coupe élaborée. Le téléphone de mon père s'est mis à vibrer. Il a décroché, puis mis le haut-parleur quand la voix de l'avocat de la famille s'est fait entendre. Celui-ci m'a conseillé de tout noter tout de suite, tant que c'était encore frais dans ma mémoire. Il m'a dit de photographier la marque rouge sur ma main, là où Rafaela m'avait marché dessus, ainsi que les dégâts sur ma robe et les perles abîmées de maman. Papa a sorti son téléphone sans attendre et a pris les photos pendant que l'avocat expliquait qu'il fallait aussi recueillir rapidement des témoignages écrits de tous les témoins. De l'autre côté de la porte, la voix de Rafaela montait dans les aigus alors qu'elle s'adressait à sa mère, répétant que tout était de ma faute parce que je n'avais pas dit tout de suite qui j'étais, qu'elle s'était ridiculisée à cause de moi, volontairement, pour que je la fasse mal paraître au mariage. Elle devenait de plus en plus hystérique, accusant que j'avais tout manigancé pour nuire à sa relation avec sa mère. La voix de ma belle-mère a alors coupé court, tranchante. Elle a ordonné à Rafaela d'arrêter de se chercher des excuses pour son agression. Blake a fait irruption, stressé, une tablette à la main. Il a expliqué que plusieurs invités, intrigués par la présence de la sécurité,
commençait à s'interroger sur ce qui se passait. Il essayait tant bien que mal de calmer les esprits, mais avait besoin de savoir quelle version donner à ceux qui s'inquiétaient d'un incident grave. Le directeur de l'hôtel venait d'arriver en personne pour prendre de nos nouvelles et vérifier que rien ne nous manquait, inquiet pour la réputation de l'établissement si l'histoire d'une agression dans la suite présidentielle venait à s'ébruiter. Julius est revenu, visiblement muni de nouvelles informations sur la plainte. Il a expliqué qu'utiliser des ciseaux comme arme transformait l'agression en attaque avec arme dangereuse, beaucoup plus sérieux qu'une simple dispute. L'accusation risquait de déboucher sur de la prison ferme, pas juste un sursis ou des travaux d'intérêt général. Rafaela a dû comprendre, car ses sanglots se sont brusquement arrêtés et un silence pesant est retombé dans le salon. Chiara s'est approchée de Julius, téléphone en main, et a commencé à transférer la vidéo qu'elle avait prise vers sa tablette. Nous nous sommes tous regroupés pour la regarder, même si revoir mon humiliation à l'écran ne me tentait pas du tout. On y voyait tout, Rafaela en train de vider mon sac à main, puis me couvrant de champagne, et enfin me coupant les cheveux avec ses ciseaux. Ma belle-mère n'a regardé que 30 secondes avant de quitter la pièce, une main plaquée sur la bouche, bouleversée. Voir sa propre fille agir ainsi, ce n'était pas la même chose que de l'entendre le raconter. Après la vidéo, la voix de l'avocat a de nouveau retenti dans le haut-parleur. Il a expliqué qu'avec ce genre de preuves et autant de témoins, la plainte pénale avait toutes les chances d'aboutir si nous décidions d'aller jusqu'au bout. Il a ajouté qu'on pouvait aussi lancer une procédure civile pour préjudice moral et dommages matériels, en plus de la plainte pénale. Rafaela s'est mise à respirer de plus en plus vite, et quelqu'un a suggéré qu'il valait mieux qu'elle s'assoie si elle ne voulait pas tourner de l'œil. Mon père s'est alors tourné vers moi et a déclaré que, quoi que je décide concernant la plainte, Rafaela ne serait plus la bienvenue à la maison. Il a ajouté qu'on ne se comporte pas ainsi dans une vraie famille et qu'elle venait de prouver qu'on ne pouvait pas lui faire confiance avec moi. Sa voix était dure, pleine d'une colère que je ne lui connaissais pas. Ma belle-mère est revenue, les yeux embués de larmes, mais elle n'a rien dit pour contester la décision. Blake a toussé pour attirer l'attention, puis nous a annoncé qu'il avait réussi à réorganiser la cérémonie en petit comité, juste avec la famille proche et les amis les plus proches. La grande réception avec 200 invités devait être purement et simplement annulée. Il nous a montré les chiffres sur sa tablette. Rien qu'en arts perdus, on dépassait déjà les 30 000 €. Le traiteur, le groupe, les fleurs pour 200 personnes, tout était perdu, non remboursable à ce stade. Ma belle-mère a simplement hoché la tête, disant qu'elle comprenait, même si son visage s'est décomposé à l'annonce de la somme. Megan s'est approchée de moi et m'a tendu un miroir pour que je voie le résultat. Elle avait transformé le désastre en une coupe pixie courte, qui en fin de compte, était assez mignonne, même si ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé pour le mariage. Les côtés étaient très courts, mais elle avait gardé un peu de longueur sur le dessus et coiffé le tout avec un peu de produit pour donner de la texture. Elle avait vraiment fait des miracles avec ce qu'il restait après le passage de Rafaela. Je l'ai remerciée et me suis effondrée, émue par cette attention après tout ce que je venais de vivre. Elle m'a serré l'épaule et a commencé à ranger son matériel, tout en disant qu'elle était heureuse d'avoir pu transformer une situation catastrophique en quelque chose de positif. Julius a alors sorti sa tablette et m'a expliqué calmement mes options, pendant que tout le monde écoutait. Je pouvais porter plainte tout de suite et faire arrêter Rafaela avant la cérémonie, ou bien simplement déposer une main courante pour qu'il y ait une trace officielle sans poursuite immédiate, ou encore régler ça en famille en laissant l'hôtel conserver les preuves. Il m'a assuré que l'hôtel avait assez de preuves, quelle que soit ma décision, car les caméras de surveillance avaient tout filmé sous plusieurs angles, en plus de la vidéo de Chiara. Rafaela restait assise sur le canapé, la tête dans les mains, pendant que Julius parlait. Sharon s'est approchée de Chiara et je l'ai entendue chuchoter qu'elle devrait s'en aller maintenant, que ça ne les concernait plus et qu'elle n'avait pas à s'en mêler. Chiara a secoué la tête en disant qu'elles étaient témoins et qu'il fallait faire ce qui était juste. Sharon, agacée, a attrapé son sac et dit qu'elle n'avait pas envie de se retrouver au tribunal à cause de tout ça. Chiara lui a rappelé ce que Rafaela m'avait fait avec ses ciseaux. Leur amitié était en train de voler en éclats sous nos yeux. Ma belle-mère est revenue, un peu plus posée mais les yeux rougis. Elle est venue vers moi, m'a pris les mains et m'a dit qu'elle me soutiendrait quoi que je décide pour la plainte. Elle a reconnu que Rafaela n'avait jamais eu à subir de vraies conséquences jusqu'ici, et sa voix s'est brisée en ajoutant que c'était peut-être ce dont sa fille avait besoin. Elle semblait d'un coup plus vieille, comme si tout le poids de ses échecs de mère lui était tombé dessus. J'ai dit à Julius que je voulais déposer une main courante, mais j'ai demandé si Rafaela pouvait rester à l'hôtel. Je ne voulais pas qu'elle soit arrêtée et emmenée avant la cérémonie. Julius s'est renseigné auprès de son supérieur au téléphone et m'a assuré que c'était possible. Rafaela devrait juste rester dans une chambre séparée, sous la surveillance du service de sécurité de l'hôtel. C'était bien plus d'indulgence que ce qu'elle avait eu pour moi quand elle m'a coupé les cheveux. La maquilleuse est revenue pour réparer les dégâts causés par mes larmes. Mon père est descendu au parking récupérer ma robe de secours dans la voiture, parce que l'autre, trempée de champagne, était fichue et empestait l'alcool. Chacun faisait mine de ne pas voir que je devais tout recommencer à zéro. Megan a remis mon maquillage en place en vitesse pendant que Blake passait encore des coups de fil. Julius a expliqué les conditions à Rafaela, qui a hoché la tête sans oser le regarder. Elle a accepté la mise à l'écart sous surveillance, plutôt que d'être conduite directement au commissariat. 2 agents de sécurité sont venus l'escorter jusqu'à un petit bureau à un autre étage. Je me suis levée doucement et j'ai croisé une dernière fois le regard de sa mère, désespéré et suppliant, mais elle s'est contentée d'acquiescer. Rafaela a suivi les agents sans un mot.
Blake s'est approché pour me montrer le nouveau planning sur son téléphone. Les invités commençaient à s'impatienter et à demander ce qu'il se passait en bas. Il leur a expliqué qu'il y avait eu un petit souci médical, mais que tout était sous contrôle. Il trouvait que la vérité n'apporterait que du drame inutile. Certains commencèrent déjà à poster sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait. Blake avait demandé à son assistant de surveiller les publications pour éviter que quoi que ce soit ne filtre. Ma belle-mère s'est assise à côté de moi pendant que Meghan terminait mon maquillage et m'a demandé si, après tout ça, je voulais toujours être sa demoiselle d'honneur. Je lui ai répondu que oui, que Rafaela n'avait pas le droit de me voler ça aussi. Elle m'a serré très fort contre elle et m'a murmuré des excuses pour ce que sa fille avait fait, ajoutant qu'elle aurait dû anticiper tout ça et intervenir plus tôt. Je ne savais pas quoi dire, alors je me suis contentée de la prendre dans mes bras à mon tour. Il ne restait que 30 minutes avant que la cérémonie, revue à la hâte, ne commence. J'ai aidé ma belle-mère à ajuster sa robe et son voile. Nous n'avons pas prononcé un mot sur Rafaela, ni sur ce qui allait suivre. Ce silence pesait, mais il semblait nécessaire après tout ce qui venait d'arriver. Mon père est revenu avec la robe de secours, bien plus sobre que celle qui avait été ruinée, bleu marine au lieu de lavande et sèche surtout, contrairement à celle imbibée de champagne. Tout le monde s'est détourné pour me laisser me changer derrière un paravent dans un coin de la pièce. Cette nouvelle robe m'allait, même si ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Sharon et Chiara étaient assises à un bureau, rédigeant leur déposition pour Julius. Elles ont tout détaillé, du début à la fin. Julius leur a fait signer et dater les documents afin de constituer le dossier officiel. Sharon a terminé la première et s'est éclipsée sans dire au revoir à personne. Chiara, elle, est venue me saluer avant de partir, m'a serré la main et m'a glissé à l'oreille qu'elle était désolée pour tout ce qui s'était passé, précisant que Rafaela avait toujours été difficile, mais jamais à ce point. Leur départ s'ajoutait à la liste des conséquences auxquelles Rafaela n'avait sans doute pas songé. Blake a jeté un œil à sa montre et nous a pressés de descendre pour la cérémonie, sinon la salle nous passerait sous le nez. J'ai descendu les escaliers au bras de mon père, et ma belle-mère nous suivait, pendant que Blake l'aidait à remettre une dernière fois son voile en place. La salle paraissait gigantesque, avec seulement une vingtaine d'invités disséminés dans les premiers rangs, bien loin des 200 chaises initialement dressées. Mon père posait constamment ses yeux sur moi, alors que je me tenais à côté de sa future femme, le bouquet à la main. Les sièges vides, là où Rafaela et les demoiselles d'honneur auraient dû s'asseoir, accentuaient une impression de vide et de silence. L'officiant a ouvert la cérémonie, et, quand ma belle-mère a lu ses vœux sur l'unité de nos familles dans l'amour et le respect, sa voix s'est brisée, et elle a dû s'arrêter pour reprendre ses esprits. J'ai aperçu ma tante essuyer discrètement ses yeux avec un mouchoir, même si elle ignorait tout de ce qui s'était passé à l'étage. La cérémonie a été brève, privée des lectures et de la musique spéciale prévue. On a pris quelques photos, mais tout le monde paraissait tendu, mal à l'aise. Julius est venu nous voir, pendant que le photographe rangeait son matériel, pour nous apprendre discrètement que Rafaela avait été conduite au commissariat pour la suite de la procédure. Ma belle-mère s'est contentée d'acquiescer avant de tourner les talons, sans poser de questions. La grande réception ayant été annulée, nous avons finalement dîné au restaurant de l'hôtel, juste avec les membres de la famille restés sur place. Chacun a grignoté dans son assiette, en échangeant des banalités sur la météo et la circulation. Mon père a gardé sa main sur la mienne tout au long du repas, la serrant à chaque fois que quelqu'un tentait d'aborder le sujet Rafaela. Après le dîner, ma belle-mère m'a demandé de la rejoindre dans le couloir, où elle m'a tendu un chèque en déclarant qu'il couvrirait les frais médicaux, la robe, la réparation du collier de ma mère, et même une éventuelle thérapie si j'en ressentais le besoin. Elle m'a répété combien elle était désolée pour le comportement de sa fille et qu'elle aurait dû voir venir tout cela. J'ai accepté le chèque en lui disant que ce n'était pas sa faute, même si, au fond, nous savions toutes les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. 2 jours plus tard, je me retrouvais assise dans un petit bureau du centre-ville, face à une procureure qui examinait toutes les preuves rassemblées par Julius. Elle m'a montré la vidéo prise sur le téléphone de Chiara, ainsi que les photos de ma main blessée et de mes cheveux coupés. Elle m'a expliqué que Rafaela serait poursuivie pour coups et blessures, ce qui figurerait désormais à son casier judiciaire. D'après elle, vu la vidéo et les témoignages, Rafaela écoperait probablement d'une peine avec sursis et de travaux d'intérêt général, puisqu'il s'agissait de sa première infraction. Elle m'a demandé si cela me convenait ou si je préférais poursuivre plus loin. J'ai répondu que l'approbation me suffisait. Je n'aspirais qu'à tourner la page. La semaine suivante, l'avocat de Rafaela m'a contacté pour proposer qu'elle suive des cours de gestion de la colère et me tienne à distance pendant 2 ans. Une ordonnance d'éloignement l'empêcherait d'assister à tout événement familial en ma présence et de prendre contact avec moi, quelle qu'en soit la manière. J'ai accepté, un procès n'aurait fait que prolonger la situation inutilement. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a téléphoné pour m'annoncer qu'elle avait inscrit Rafaela et elle-même à une thérapie familiale. Elle m'a confié qu'elle avait compris avoir trop longtemps laissé passer les excès de Rafaela et que, désormais, elles avaient besoin d'une aide extérieure. Elle m'a avoué que la méchanceté de sa fille n'était pas née en un jour et qu'elle se reprochait de n'avoir rien fait plus tôt. 3 semaines après le mariage, mes cheveux avaient suffisamment repoussé pour que la coiffeuse puisse enfin leur redonner une allure à peu près normale. Le collier de perles de ma mère est revenu du bijoutier réparé,
même si, à la lumière, je distinguais encore de fines éraflures. Ma main était guérie, mais il m'arrivait parfois de ressentir comme un souvenir de la pression du talon de Rafaela. Physiquement, je m'en remettais, mais les cauchemars persistaient. Je me retrouvais sans cesse piégée dans cette suite, tout le monde riant à mes dépens. Mon père a commencé à m'emmener dîner tous les mardis, rien que nous deux. Il choisissait des restaurants où on n'avait aucune chance de croiser des connaissances, et nous parlions de tout, sauf du mariage. Un soir, il m'a dit « Je suis fière de la façon dont tu as traversé tout ça, et je te promets que Rafaela ne t'approchera plus jamais. » Il a ajouté « Je m'en assurerai, même si cela m'oblige à manquer quelques fêtes avec ma femme. » Puis il a avoué « J'aurais dû mieux te protéger. J'aurais dû comprendre qu'il y avait un souci lorsque Rafaela refusait de te rencontrer avant le mariage. » Ces dîners ont rapidement été le meilleur moment de ma semaine. J'avais retrouvé mon père, loin des histoires de famille recomposées. Ma belle-mère continuait de m'envoyer des nouvelles de Rafaela, de ses travaux d'intérêt général dans un centre pour sans-abri, de la thérapie. Elle m'expliquait que Rafaela découvrait enfin ce que signifiaient les conséquences et commençait à mesurer la portée de ses actes. Je ne répondais jamais à ses messages, mais je n'ai pas bloqué son numéro. Une part de moi espérait que Rafaela finirait vraiment par changer, mais bien souvent, je n'aspirais qu'à l'effacer de ma mémoire. Le mariage me semblait remonter à une éternité, alors qu'en réalité, il ne s'était écoulé que quelques semaines. Dans la famille, chacun s'était mis à agir différemment, avec plus de réserve et de prudence. La famille qu'on avait imaginé former ce jour-là n'a jamais vraiment existé. À la place, on était devenu autre chose, quelque chose de brisé qu'on essayait tous d'apprivoiser tant bien que mal. Le premier signe que la situation dégénérait a été quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans interruption. Blake avait tenté d'étouffer l'affaire du mariage, mais quelqu'un avait mis la vidéo de surveillance en ligne. En quelques heures, la scène où Rafaela me coupait les cheveux avec des ciseaux s'était retrouvée partout. Des connaissances perdues de vue depuis des années m'envoyèrent le lien en me demandant si tout allait bien. Les commentaires sous la vidéo s'en prenaient à Rafaela de toutes les façons possibles. Certains avaient même fait des mèmes de son visage stupéfait quand ma belle-mère avait prononcé mon prénom. J'ai désactivé tous mes comptes sur les réseaux sociaux et je n'utilisais plus mon téléphone que pour la famille. Au travail, mes collègues en parlaient à la pause déjeuner jusqu'à ce que je décide de manger seule à mon bureau. Les infos locales s'étaient emparées de l'histoire et la présentaient comme un exemple des dérapages possibles lors de mariage. Le visage de Rafaela était placardé partout. On la surnommait désormais la fille qui a agressé sa demi-sœur avec des ciseaux. Ma belle-mère m'envoyait des messages toutes les 2 ou 3 jours, sans que je lui demande rien. Elle m'expliquait que Rafaela effectuait des travaux d'intérêt général dans un centre d'accueil du centre-ville, sur décision du juge, 3 jours par semaine pendant 6 mois. Elle m'envoyait des photos de Rafaela en train de servir des repas ou de nettoyer des tables. Dans de longs messages, elle m'écrivait que Rafaela prenait conscience de ce que sont les vraies difficultés. Elle m'a confié que Rafaela avait pleuré après sa première journée, en voyant des familles avec enfants vivre dans la rue. Je ne répondais jamais, mais je lisais tout. Une part de moi voulait savoir si elle était vraiment confrontée à ces actes, une autre voulait simplement tirer un trait. 6 semaines après le mariage, j'ai reçu une grosse enveloppe de l'avocat de Rafaela. À l'intérieur, une lettre de 3 pages, écrite de sa main. Elle racontait avoir grandi en étant jalouse de l'attention que sa mère portait aux autres, confessait avoir été méchante avec beaucoup de monde avant moi, disait avoir honte de son comportement et comprendrait que je ne veuille plus jamais la revoir. Elle ne cherchait pas d'excuses, n'accusait personne. Elle se contentait de dire qu'elle était désolée et qu'elle essayait de changer. J'ai lu sa lettre 2 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'étais pas prête à lui pardonner, mais je reconnaissais qu'elle avait vraiment fait un effort. 1 mois plus tard, ma belle-mère m'a proposé de déjeuner ensemble. On s'est retrouvés dans un endroit discret, loin de tout, où personne ne risquait de nous reconnaître. Elle avait l'air plus fatiguée, vieillie, mais elle m'a accueillie avec un sourire. On a d'abord parlé de tout et de rien, la météo, le travail. Puis elle m'a confié qu'elle voyait elle aussi une thérapeute, pour comprendre comment elle avait pu élever quelqu'un capable d'autant de cruauté. Elle m'a dit qu'elle avait compris qu'elle avait toujours excusé Rafaela au lieu de lui apprendre la notion de conséquence. À aucun moment, elle ne m'a demandé de pardonner Rafaela ou même de lui reparler. Elle s'est juste appliquée, déjeuner après déjeuner, à regagner ma confiance. Petit à petit, on s'est revus toutes les 2 semaines et, doucement, ça devenait moins lourd. 3 mois après le mariage, papa a organisé son dîner d'anniversaire dans sa brasserie préférée. On n'était que lui, ma belle-mère et moi, installés dans un coin. Personne n'a évoqué Rafaela, ni posé de questions sur son absence. On a ri des blagues pourries de papa et partagé un dessert. Ma belle-mère lui a offert une montre, moi des places de concert. Pour la première fois depuis le mariage, j'ai eu l'impression d'un vrai repas de famille. Les photos qu'on a prises ce soir-là, tout le monde y sourit vraiment. Je me suis dit que, finalement, on pouvait être heureux, même sans Rafaela. Quelques semaines plus tard, ma belle-mère m'a appelé pour m'annoncer que Rafaela avait terminé son programme de thérapie. Elle m'a dit que Rafaela souhaitait me présenter des excuses en face et essayer de réparer les choses. J'y ai réfléchi toute une journée, puis je l'ai rappelé. Je lui ai dit « Je suis contente que Rafaela se fasse aider, mais je ne suis pas prête à la voir. Certaines choses ne s'effacent pas avec des excuses. » Ma belle-mère m'a répondu « Je comprends, et je n'insisterai pas. »
Elle a tenu parole et ne m'a jamais forcée. L'hôtel m'a envoyé une lettre officielle pour s'excuser de la faille de sécurité et du traumatisme subi. Ils ont proposé de prendre en charge toutes mes séances chez le psy pendant 1 an. Julius m'a appelé en personne pour prendre de mes nouvelles. Il m'a expliqué que l'hôtel avait revu ses procédures après ce qui s'était passé. Il m'a même envoyé des fleurs pour mon anniversaire, avec un mot où il espérait que j'allais mieux. Le gérant nous a offert l'intégralité de la facture du mariage pour s'excuser. Tous ces inconnus qui nous ont témoigné de la gentillesse nous ont sans doute aidés bien plus qu'ils ne le pensent. 6 mois après cette journée terrible, je me suis réveillée un matin en réalisant que je me sentais à nouveau moi-même. Mon père et ma belle-mère semblaient plus soudés après avoir traversé cette épreuve. Ils avaient appris à mieux se parler et à poser des limites. De mon côté, j'ai compris comment me protéger et ne plus culpabiliser pour ça. Rafaela, elle, poursuivait son suivi, quelque part, loin d'ici. On allait tous mieux qu'au moment du mariage. La famille qu'on avait imaginée n'a jamais vu le jour, mais ce qu'on a construit à la place est sincère et authentique. Voilà, tu sais tout pour l'instant. Merci d'avoir pris le temps de lire tous ces petits détails avec moi. À très vite, abonne-toi pour ne rien rater des prochains contenus comme celui-ci.